Eh bien, on va bientôt commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présent à ce webinaire concernant le thème de la durabilité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avions déjà présenté un premier webinaire un peu global sur les raisons pour lesquelles établir un rapport de durabilité pour les structures de l'ESS. Cette deuxième version va plutôt être sur le comment faire, comment préparer un premier rapport, également pourquoi. Et donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait déjà présenté. Je vous invite, le cas échéant d'ailleurs, à aller voir en replay ce premier webinaire, qui est un cadre général. Et là, on essaiera par des exemples pratiques de vous donner envie de faire ce rapport de durabilité. Donc, on va bien entendu vous rappeler un petit peu les concepts. Pour les besoins du webinaire, vous allez être enregistré. Le principe, c'est des micros coupés et de favoriser les questions via le chat sur le côté, de fil de discussion. On ouvrira les micros, le cas échéant, à la fin, pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, et n'hésitez pas en tout cas à le faire au fur et à mesure. On essaiera de prendre un temps à la fin pour bien repréciser tout ça. Donc, très simplement se présenter. Jenel, je te laisse faire. Bonjour, alors moi c'est Janet Balassan. Je travaille depuis plus de 5 ans dans le cabinet Inextenso au sein de l'équipe de l'économie sociale et solidaire. Et puis je suis spécialisée dans la partie audit, donc audit plus précisément dans les structures de l'ESS. Ok, moi-même, Laurent Simo, je suis expert comptable commissaire aux comptes chez Nextinso et directeur national du secteur économie sociale et solidaire. Je suis également auditeur de durabilité, on en reparlera tout à l'heure et vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, de manière succincte, le sommaire. Donc, tout d'abord, en introduction, ça sera plutôt un format de rappel pour vous présenter les principaux, enfin, un peu le contexte quand même du webinaire, parce que durabilité, c'est pas toujours un terme qui est bien compris encore. Et puis après, on ira vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment établir un rapport, comment présenter un rapport de durabilité à travers trois grandes thématiques. La première, ça va être effectivement les informations générales, comment on va décrire son environnement. Le deuxième, c'est, et on le verra, une norme qu'on va utiliser qui va permettre d'avoir des indicateurs de base, on va dire ceux qui sont essentiels et indispensables. Et puis un module plus complet qui va plutôt être ajusté en fonction de l'activité qui est effectuée par l'entité. Et puis, on conclura sur deux éléments, la méthodologie de mise en œuvre, comment on se lance, comment on peut structurer ces premiers éléments. Et puis, une conclusion, et bien entendu, on se laissera un temps au niveau des questions-réponses. Donc, pour introduire le sujet, là encore, hein, n'hésitez pas à aller visionner notre premier webinaire qui est beaucoup plus complet. On a repris 2 slides pour essayer de vous redonner un peu le contexte. Tout d'abord, le principe de durabilité. C'est vrai que souvent, dans le langage courant, on utilise plutôt les termes RSE, RSO pour la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises. Le choix ici, c'est bien de parler de la durabilité, c'est-à-dire un concept qui est plus global. C'est un principe plus général qui est une capacité à adopter une gestion responsable en termes environnemental, social et de gouvernance, on va dire économique et sociale de manière globale. Donc, pourquoi? Parce que la différence, quand on rend un rapport RSE, on va être structuré sur certains engagements, pas forcément tous, alors que là, on a plutôt un principe général qui a été adopté par la Commission européenne sur plusieurs normes. Aujourd'hui, on ne va vous parler que de la norme qu'on appelle VSME. Donc, c'est une norme qui est essentiellement rédigée en anglais. C'est pour ça que vous avez la traduction, mais on va dire que c'est plutôt une norme volontaire, adaptée pour les structures de taille petite et intermédiaire, puisque les normes de durabilité concernent plutôt les grandes entreprises, et qui est un système qui va permettre de cadrer, de définir comment on peut rendre compte de son engagement en termes de durabilité à travers la publication d'indicateurs à un moment donné et des engagements pour pouvoir améliorer notamment son impact environnemental, mais également son modèle social et son modèle économique. Donc, ce principe de norme VSME comporte deux modèles. Un premier qui est un rapport de base, c'est plutôt pour les petites structures,
qui a quelques questions, et on verrait certaines qui sont relativement simples, d'autres déjà un petit peu plus complexes, et puis un module plus complet qui va prendre en compte des exigences là un peu plus globales, pas toujours aussi simples à produire, mais qui nous semblent importantes, et on vous donnera à travers ce webinaire plusieurs exemples de comment ça peut s'appliquer à travers les entités de l'économie sociale et solidaire. Donc, rappelez là aussi que ce terme rapport de durabilité, c'est un modèle qui permet de rendre compte d'indicateurs extra-financiers, hein. D'ailleurs, souvent, on parle de performance extra-financière pour les grands groupes, dans le cadre d'une stratégie globale qui repose sur le triptyque, hein, le pilier ESG, en termes environnemental, social et de gouvernance. Et là encore, la gouvernance n'est pas uniquement celle des capitalistiques, mais également, on le verra, elle concerne les acteurs de l'économie sociale. 4 objectifs principaux, délivrer des indicateurs, hein, c'est-à-dire déjà tracer des indicateurs à un moment donné, simplifier la mesure et leur communication, puisque le modèle est le même pour tous, en principe, sauf les modules complémentaires, bien entendu. Autre point très important, c'est que cette base volontaire permet d'intégrer ces notions de durabilité, ces enjeux, dans la stratégie, quelle qu'elle soit, et quelle que soit l'entité. Et là aussi, c'est quelque chose de très important, puisque ça permet d'engager un peu tout le monde dans cet objectif d'améliorer notamment les empreintes environnementales des différentes structures. Donc, progresser pour diminuer les impacts, c'est-à-dire prendre des engagements et se donner toutes ces normes comme étant la volonté de progresser dans le secteur. Donc, on va vous définir 2 éléments. Le module de base, qui est 11 indicateurs qui rentrent dans ce cadre, notamment les gaz à effet de serre, qui est un des indicateurs principaux des normes environnementales, les conditions de travail et tout ce qui est lié à la lutte contre la corruption. Même si ça peut paraître un peu étrange pour les acteurs de l'ESS, ça fait quand même partie aussi des sujets qu'on doit traiter de manière prioritaire. Alors, pourquoi et quelle nécessité de mettre en place ce type de rapport? On a identifié cinq éléments qui nous semblent importants. Tout d'abord, renforcer la transparence vis-à-vis des financeurs au sens large, que ce soit les particuliers, les mécènes, les financeurs institutionnels, c'est-à-dire de leur donner concrètement, au-delà d'un rapport d'activité, quelque chose de normé et du coup répondre à des besoins de ces entités, d'avoir des informations. Une visibilité interne, là aussi, c'est un moyen de mobiliser, de fidéliser des salariés, des bénévoles, pour montrer qu'au-delà même de l'impact sociétal de l'acteur de l'ESS concerné, on a également pris en considération tous ces éléments pour pouvoir progresser en termes de durabilité. La crédibilité, c'est vrai que démontrer auprès du grand public des pratiques vertueuses, ça permet également de se démarquer vis-à-vis des autres structures, mais vis-à-vis également des entreprises qui vont peut-être publier ces éléments-là. Et entre guillemets, on va essayer toujours de vous dire qu'on va au-delà et présenter un peu plus au niveau d'une structure associative, par exemple. Un plan d'amélioration, on vous donnera aussi quelques pistes concrètes, hein. Le but, c'est de s'améliorer, d'être plus vertueux vis-à-vis également de son mode de gouvernance et de sa politique sociale. Et puis l'accès au financement, c'est encore quelque chose qui est encore peut-être un peu tôt, mais on commence à voir, je pense par exemple à BPI, qui met des indicateurs de performance, de durabilité, comme étant un critère pour obtenir des financements, des prêts, des fonds spécifiques. Et on pense qu'effectivement, ça va évoluer encore davantage. On voit des fonds responsables, notamment de placement. Donc, c'est vraiment des sujets très importants, en tout cas peut-être pas immédiatement, mais dans les prochains mois ou les prochaines années, pour certains accès au financement. Janet, je vais te laisser nous présenter pour les 10 bonnes raisons pour établir un rapport de durabilité. Alors, avant de parler de la partie un peu plus technique du rapport, on va déjà vous donner quelques bonnes raisons d'établir ce rapport de durabilité, puisque vous allez voir que c'est essentiel, surtout dans le domaine de l'ESS. Alors, une des raisons principales, donc c'est au niveau de la chaîne de valeur, on a des financeurs aujourd'hui qui demandent de plus en plus d'informations au niveau de la durabilité, et l'ESS, dans le secteur de l'ESS, les entités, on sait qu'ils peuvent se positionner grâce à ça, parce que c'est leur point fort, entre guillemets. Deuxième raison, c'est mesurer, la valoriser à partir de leur engagement historique, puisque c'est leur point fort au niveau des entités de l'ESS, puisqu'ils le font depuis le début et c'est leur nature. C'est ce qui va, en fait, ce qui va faire, c'est qu'ils vont se rendre plus visibles
et sous un format plus normé pour pouvoir être comparatif sur le marché. Un troisième point, c'est se rendre plus visible pour pouvoir être comparable. Aujourd'hui, on a des outils qui sont très hétérogènes. Donc là, le rapport de durabilité présente et propose des outils qui sont plus homogènes. La quatrième raison, c'est apporter de la lisibilité et de la reconnaissance, même pour les non-initiés. Un autre avantage, c'est l'avantage stratégique en termes de financement et de crédibilité, et puis de visibilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et enfin, au niveau des avantages opérationnels, puisqu'on va avoir un meilleur pilotage et une structuration interne qui serait plus solide. Et sachant qu'effectivement, pour les non-initiés, quelquefois le grand public Oui, connaît pas forcément exactement. tout ce que peut faire un acteur de l'ESS. Donc, le faire de manière volontaire, c'est aussi un moyen de les initier, Oui, entre guillemets, aux engagements du secteur. exactement. C'est vrai qu'il ne faut pas penser qu'aux acteurs de l'ESS qui sont dans le domaine et qui s'y connaissent, mais au grand public qui ont aussi besoin de quelques plus d'infos. Alors, ensuite, on a aussi l'avantage concurrentiel. En fait, c'est face aux nouveaux secteurs et nouveaux entrants qui se revendiquent à impact. En fait, on en a de plus en plus de secteurs qui se revendiquent à impact, mais l'ESS ici peut enfin démontrer en fait la grandeur réelle de son impact grâce à un rapport qui est normé. Ensuite, on peut, à travers ce rapport, renforcer la confiance des bénéficiaires, des usagers et puis des donateurs, et puis surtout des financeurs, grâce à plus de transparence à travers les indicateurs qu'on va inscrire dans ce rapport. Ensuite, on va pouvoir réduire les demandes d'informations répétitives, puisque dans ce rapport, on va avoir une multitude d'informations sur plusieurs piliers qui va pouvoir être transmissible et puis d'une façon plus descriptive. Aussi, on sait que de plus en plus de financeurs demandent son propre rapport. Et puis là, on a une norme BSME qui permet d'éviter en fait les doublons. Donc, on pourrait directement donner les informations qu'on aurait déjà préétablies via ce rapport. Et puis, ce rapport va aussi permettre de mieux valoriser l'impact social réel de l'ESS. Et puis, un point sur lequel les structures ont souvent du mal à se mettre en avant, justement, c'est ce point majeur. Et un bonus, donc là, c'est la norme ESPSME qui est une norme européenne. Donc, elle ouvre des perspectives et des collaborations plus larges. Et au final, je précise bien que ce n'est pas une obligation, mais une vraie nécessité stratégique pour l'ESS pour pouvoir mettre en avant leur utilité et leur impact au niveau de ce secteur. Alors là, on va passer sur la partie des informations générales. Donc là, c'est la première partie, la toute première partie, pour pouvoir établir un rapport BSME de durabilité. Peut-être juste donner, parce qu'on ne va pas le montrer ici, mais sachez que il existe en fait tout simplement un format Excel qui est le premier, hein, puisqu'on peut le transformer après. Mais en gros, on va reprendre les informations qui sont reprises là-dedans, sachant bien entendu que pour le valoriser en termes de communication, on y reviendra à la fin, on peut le transformer en quelque chose de plus joli qu'un fichier Excel, mais c'est quand même les informations de base qui vont figurer, donc c'est celle-là qu'on va vous décrire. Exactement. Donc là, on commence par la première partie du rapport. En fait, c'est les informations générales. C'est une section qui est importante et essentielle parce qu'elle pose le décor. En fait, elle permet de comprendre qui est l'entité, comment elle fonctionne et dans quel environnement elle va évoluer et elle évolue, et quelles sont ses pratiques et ambitions en matière de durabilité. Donc là, c'est divisé en plusieurs parties. On va revenir sur ces quelques points pour détailler et puis donner quelques exemples dans le secteur de l'ESS pour vous donner quelques idées précises. Alors, là, on voit que vraiment la description, c'est le cœur de l'activité et de l'organisation. Alors, l'idée, c'est de montrer qui on est et comment on fonctionne de façon simple mais complète. On va commencer par le profit. Donc là, c'est nos activités classiques, nos bénéficiaires, notre raison d'être. Ensuite, on passe sur la structure, donc l'organigramme, les responsabilités, les partenariats clés. On ajoute la performance économique. Donc, on va revenir sur ce point qui est un peu important. On va mettre quelques exemples de SS pour vous démontrer. Et puis ensuite, on passe sur la partie innovation-technologie. Donc là, on va mettre quelques détails de technologies utilisées, puis les projets d'innovation sociale qu'on a en interne. La gestion des ressources humaines, pareil, on va revenir en détail sur cette partie qui est quand même relativement importante. Donc là, c'est les ressources humaines, la taille, la compétence clé, les politiques de formation, et puis les conformités et risques. Donc là, c'est les procédures de conformité qu'on a en interne. On peut avoir par exemple les audits de gestion des risques. On peut mettre en avant ces points, et puis les principales méthodes et fréquences. Et ensuite, un point important aussi, c'est les objectifs stratégiques. Donc, c'est les visions et les missions. En fait, c'est la synthèse des objectifs et les
plan d'action stratégique qu'on va avoir à long terme et à court terme. Donc là, en fait, dans l'idée, il faudrait développer deux, trois grands axes et stratégies fondées sur plusieurs années. Donc ça, on va revenir pour vous donner un petit peu plus de détails aussi. On Oui. va... Oui, sachant que en plus, dans les objectifs stratégiques, c'est comment on prend en compte la durabilité dans les objectifs stratégiques. C'est ça. On veut ouvrir un nouvel établissement, on veut faire une nouvelle activité. Déjà, j'allais dire, on prépare le terrain en sachant comment on prend en compte ces indicateurs de durabilité dans cette nouvelle activité. C'est ça, exactement. Alors, sur cette première partie, le positionnement de l'entité au sein de son environnement, il y a une question de la VSME, du rapport auquel il faut répondre. Alors, elle paraît un peu complexe, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas vraiment, c'est juste qu'elle est un petit peu technique sur le développement. Alors, il faut répondre à la question de l'entité a-t-elle mis en place des pratiques et des politiques ou prévu des initiatives futures spécifiques en faveur d'une transition vers une économie plus durable. Donc, c'est là qu'il faut développer un petit peu et puis mettre en avant les axes de stratégie de ce qu'on a déjà actuellement et ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce point. Alors, dans cette première partie du rapport, en fait, l'objectif est simple, c'est de comprendre dans quel environnement l'entité elle évolue et comment elle agit pour la durabilité. On va commencer par les pratiques, les politiques et les initiatives futures. Là, l'idée, ça va être de décrire ce que l'entité fait déjà en matière de durabilité et ce qu'elle prévoit de mettre en place. En fait, les objectifs qu'elle s'est fixés et ce qui pilote ces actions. En fait, certaines pratiques concernent les fournisseurs, là on le sait, et puis les clients. Et en fait, il faut juste préciser sur quel domaine elle agit. Ensuite, on va passer sur la partie stratégique. Donc là, on présente la stratégie et le modèle économique. C'est-à-dire que là, le contexte dans l'entité, c'est quel est le contexte et dans quelle entité agit. On décrit donc ici les grands services ou produits proposés, le marché sur lequel elle intervient, les relations commerciales essentielles, donc les fournisseurs, les clients et puis les usagers, et les éléments clés aux enjeux de durabilité en incluant ces questions. Enfin, donc, dans cette partie descriptive, il y a une spécificité pour les coopératives. Donc, si l'entité a une forme juridique en tant que coopérative, elle doit spécifier, en fait, il y a quelques éléments spécifiques à ajouter, comme la participation des travailleurs ou des usagers à la gouvernance, les investissements dans l'économie sociale et les limites éventuelles à la distribution des bénéfices. Alors, on voit très bien que cette section décrit le contexte dans lequel l'entité elle agit, les actions qu'elle met en place pour la durabilité et les spécificités à mentionner si elle est une structure coopérative. Ça, c'est une spécificité qui est clairement décrite dans le rapport VSME. Ouais. Sachant qu'effectivement, c'est comme le champ de l'ESS va depuis des associations qui ne peuvent pas distribuer d'excédents à des coopératives, mais qui ont des modèles spécifiques, bah, il faut pouvoir préciser le modèle qui a été pris, l'intéressement, la participation des salariés, qui est logique, hein, mais pour bien montrer qu'on est un acteur de l'ESS toujours sur un modèle coopératif. Exactement. Un autre point important, donc là, on est toujours dans la partie descriptive des informations générales du rapport, avant de rentrer dans les indicateurs clés qui sont plus techniques. Donc là, la gestion des ressources humaines et matérielles. Donc là, on va venir décrire le nombre de salariés, les effectifs en ETP équivalent en temps plein. On va décrire le nombre de bénévoles et la valorisation en ETP. Donc là, c'est un point important pour le secteur de l'ESS principalement qui ont pas mal de bénévolat en interne. On va venir ventiler par type de contrat, par sexe et par pays du contrat, si l'activité est bien sûr dans plusieurs pays, et les taux de rotation. Donc ça, c'est un point qui est important et obligatoire si on dépasse les 50 salariés. Bien sûr, c'est obligatoire, mais on peut quand même le mettre si c'est un avantage. Donc on citerait quelques exemples, mais si on a un taux de rotation relativement faible dans notre entité et qu'on n'a pas plus de 50 salariés, autant le mettre pour valoriser ce type. Et si l'entité, bien sûr, effectue plusieurs activités distinctes, on peut présenter ces éléments par établissement et activité. Si par exemple, on est dans le médico-social et qu'on a plusieurs établissements, on peut venir détailler ces indications de ressources humaines par établissement. C'est toujours un détail en plus qui est important pour décrire l'activité. Donc ces données sont faciles à produire dans l'ESS parce qu'en fait, c'est souvent des données qu'on suit déjà via le rapport d'activité annuel qu'on publie, l'obligation de restitution auprès des financeurs publics, les bilans sociaux, et on peut aussi trouver ces informations auprès du CSE et des NAO. Alors là, sur cette diapo, en fait, je vais vous montrer comment on construit la feuille de route dans un rapport de durabilité. Alors là, d'un côté à gauche,
on a ce que toute structure de l'ESS peut déjà formuler immédiatement. Parce qu'en fait, ces objectifs stratégiques, c'est valoriser son utilité sociale. C'est-à-dire montrer en quoi son modèle est durable. Là, on va mettre en cohérence le projet associatif et la stratégie et renforcer la transparence et l'attractivité auprès des financeurs et des partenaires. Et à droite, là, ce qu'on voit, c'est là où en fait l'ESS et le rapport VSME se rejoignent. En fait, on retrouve ce qui doit apparaître dans le rapport. En fait, l'idée est de montrer que vous avez déjà une base stratégique solide et que le rapport VSME vient tout simplement structurer et formaliser tout ce qu'on a déjà en interne. Donc l'idée, c'est de montrer que vous avez déjà une base stratégique solide et que le rapport VSME vient simplement structurer et formaliser tout cela. Donc, à travers cela, donc ça, c'était les objectifs stratégiques. On a aussi un point important qui est l'impact social. Donc, je laisse la parole à Laurent. C'est parti. Ouais, sociétal, tout à fait. Ouais. Donc, en fait, le sujet de base, c'est que dès lors qu'on se définit en principe comme étant dans le champ de l'ESS, quelle que soit la nature de l'entité, c'est qu'on a une vocation à avoir un impact effectivement social, mais surtout sociétal global. Donc, c'est effectivement un atout naturel des entités de ce secteur d'activité, avec euh, le principe d'avoir des effets bénéficiaires concrets pour les bénéficiaires, un ancrage le plus souvent territorial, une cohésion sociale et une transition durable qui fait en principe partie du champ d'action. Donc en fait, des dimensions qui sont déjà travaillées depuis longtemps, la plupart du temps, mais dans leur valorisation, on le fait dans l'activité, alors que là, on essaye de vous dire qu'il faut le faire un peu différemment et le montrer dans un rapport plus global qui va les intégrer. En fait, l'enjeu, effectivement, c'est pas de créer, mais c'est de valoriser. Le principe, c'est pas de créer de nouveaux outils, c'est mettre en forme ce qu'on a déjà, le rendre visible, lisible, compréhensible. On a de la matière. Après, il y a quelques indicateurs qu'il va falloir définir, mais on a déjà de la matière. Et en gros, l'idée, c'est que quand on aura des rapports normés d'une entreprise, d'une scope ou d'une association, on puisse les comparer et ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, cette comparaison à travers les indicateurs clés et des exemples concrets, eh ben, c'est comment faciliter la lecture de ce qu'on fait déjà et mieux faire reconnaître ça en lien avec effectivement les attentes des financeurs, des partenaires. En préparant ce webinaire, on pensait par exemple à des marchés publics dans lesquels des associations et des entreprises beaucoup plus classiques peuvent se mettre en avant. Ben voilà, c'est comment valoriser encore mieux ce que va faire un acteur de l'ESS. Et puis effectivement, on s'inscrit très souvent également dans des politiques publiques. Donc l'idée, c'est de montrer à quel point on contribue à ces politiques publiques. On a pris quelques exemples, l'insertion, la jeunesse, la santé, la transition écologique. Et en fait, c'est comment on peut relier en fait ces contributions dans un rapport de durabilité global. Donc, on a effectivement un impact social à valoriser et à inscrire dans les stratégies publiques, ce qui me semble très important également pour l'avenir. Alors, on va être un peu plus technique. Comme j'ai vu la question, effectivement, le premier webinaire était plus général, hein, on décrivait moins. Là, on va être beaucoup plus pratique en vous donnant quelques exemples de, bah voilà, quand je dois faire mon premier rapport, qu'est-ce que je dois mettre? Alors, un des premiers incontournables, alors c'est pas le plus simple, je vais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer ça. Je crois que je l'avais déjà présenté la dernière fois, mais elle est vraiment pas simple. De base, tous ces types de rapports de durabilité vont avoir comme base un indicateur qui est celui de l'impact environnemental et notamment les effets on va dire, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a trois catégories. Donc, c'est assez connu pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là. C'est les trois scopes, les scopes 1, 2, 3, qui vont concerner, pour la première, l'émission directe de gaz à effet de serre à travers sa propre activité. Donc, par exemple, l'utilisation de carburant, de chaudières, générateurs, l'émission des véhicules qui appartiennent à l'entreprise. Je suis, par exemple, un EHPAD, donc eh ben forcément, je chauffe, donc je produis des gaz à effet de serre. J'ai des véhicules de transport, donc je produis des gaz à effet de serre de manière directe. Le deuxième, c'est les émissions qui sont indirectes, donc l'énergie consommée. Donc, on va en gros utiliser notamment les différentes alors, facture, l'énergie d'ailleurs consommée est plutôt dans la deuxième partie, hein, c'est la combustion de carburant qui est plutôt dans la deuxième première partie. Là, on va effectivement utiliser plutôt les factures des fournisseurs d'énergie. Et puis la troisième, qui est complexe, donc j'y reviendrai, on prendra un exemple après, c'est qu'en toute logique, on utilise des produits en amont et on produit certaines
éléments en aval qui vont eux-mêmes avoir des impacts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer tout ça, tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur, dans le calcul de ces émissions. Il y en a un qui est très simple, hein, mais pas toujours simple à calculer, mais très simple à définir. C'est par exemple les déplacements professionnels, dans le sens, les personnes qui viennent travailler, quels moyens de transport elles utilisent, quelles empreintes elles ont en faisant tout simplement le trajet de chez eux à l'endroit dans lequel elles travaillent. Et puis, effectivement, après, on aura toute une chaîne de calcul à prendre en compte. Donc, en fait, le rapport VSME va dire, on va simplifier, on va déjà calculer ce qu'on émet au titre des scopes 1 et 2, et le 3 ne sera qu'optionnel, mais vous verrez que sur certains types de structures, ça peut être effectivement tout à fait important. Donc, en fait, quand on englobe les 3, c'est effectivement l'empreinte carbone de l'ensemble de l'entité. Donc, si je suis sur une partie 1, on va dire simple. Alors, simple, il faut encore se mettre dans les formules de calcul. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un calcul qui permet en mégawattheure ou en kilowattheure pour les plus petits, d'avoir la consommation annuelle de l'entité à travers l'électricité autoproduite, le cas échéant, j'y reviendrai après, et les combustibles, en distinguant le cas échéant. Et vous verrez que de plus en plus, sur les fournisseurs d'énergie, hein, on indique les sources renouvelables ou non renouvelables, hein, si on va utiliser de l'énergie fossile pour produire l'électricité, ou de l'énergie renouvelable type éolienne, solaire, etc. Et puis, alors chaque fois, on aura on est désolé, mais on les a mis quand même, hein, les B3, C3, c'est les types d'indicateurs pour avoir ce repère. Si un jour vous ouvrez une feuille de calcul, vous verrez que c'est ça les normes de calcul. Donc, le scope 1, l'émission directe. Et puis, effectivement, selon les quotas d'énergie, le scope 2. Et puis après, on va effectivement, selon les localisations, là encore, si vous avez plusieurs établissements, pouvoir le faire pour pouvoir comparer le cas échéant. Et puis, là aussi, c'est important, les cibles de réduction, on y reviendra tout à la fin. C'est en gros, j'ai calculé ma consommation énergétique à un moment, selon les sources. Eh bien, je vais mettre un objectif de, par exemple, réduire de, je ne sais pas, 20% ma consommation d'énergie, et donc mon effet d'émission de gaz à effet de serre. Donc voilà, on est vraiment sur la consommation et sur des objectifs, on y reviendra, c'est extrêmement important dans le cadre de ce rapport. Deuxième point, là aussi, on y pense peut-être moins de base au niveau des acteurs de l'économie sociale, c'est tout ce qui va être lié à la pollution et la biodiversité. Donc là encore, très varié, hein, selon l'activité qu'on va avoir. Mais on a deux exemples. Le premier, c'est effectivement les effets en termes de pollution, et le deuxième en termes d'impact sur la biodiversité. Donc tout simplement, par exemple, les déchets. Là encore, toute entité va avoir des déchets directs ou des nuisances ou des rejets qui est lié à l'activité. Donc là, l'idée, c'est de mesurer tout simplement son impact en termes de déchets, et là également, qu'est-ce qu'on va faire en termes de recyclage. On prendra un exemple sur le recyclage tout à l'heure. Le tri, le recyclage, la valorisation, les filières avec qui on travaille pour pouvoir valoriser éventuellement ces déchets. Et puis là encore, toutes les actions de prévention, comment on peut réduire toutes ces quantités de déchets notamment, ou des procédures internes qui vont permettre de revaloriser des choses déjà utilisées. Et puis la biodiversité, alors effectivement, là, ce n'est pas tous les acteurs qui vont avoir un impact, mais quand même, est-ce qu'on est dans une zone protégée, une zone sensible? On appelle ça les Natura 2000. C'est toute une carte de France qui définit les zones sur lesquelles on intervient. Et puis les impacts potentiels, parce qu'on peut avoir des impacts potentiels en termes de pollution de sol, de l'eau, de nos propres activités extérieures. Donc, ce n'est pas toujours très simple, mais là, il faut aussi savoir se poser la question, et dans une gestion, et d'écrire des actions de protection en termes écologiques. Alors, on a pris des exemples, hein, bien entendu, des plantations, mais on voit également tout ce qui est lié à la végétalisation urbaine, notamment pour ceux qui sont dans des emplacements urbains. Troisième partie qui est également en lien avec la partie environnementale. On a simplifié, on a pris le parti qu'on ne parlait que 3. C'est effectivement la gestion de l'eau et l'économie circulaire. Donc, quelles utilisations de l'eau on effectue, et comment on peut la mesurer et la réduire. Et puis, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, au réemploi. Alors, on a mis quelques actions qui sont particulières de l'ESS, hein, à travers des jardins partagés, des recycleries, des ateliers de réparation, etc. Mais qui est un point important, là encore, c'est comment le valoriser.
On a pris quelques exemples, mais là encore, tout le monde n'est pas, j'allais dire, irréprochable. C'est tout simplement analyser les factures, comment on peut économiser l'utilisation de l'eau, comment on peut récupérer de l'eau de pluie. Là encore, des choses qui peuvent être simples, mais quand on regarde par exemple le secteur du médico-social, qui est très consommateur en termes d'énergie et d'eau, on peut avoir des systèmes qui vont être mis en place pour réduire ces utilisations. Pour l'économie circulaire, il faut bien effectivement bien réfléchir à ce qui entre et ce qui sort, parce qu'on peut aussi en avoir un impact en termes de pollution, notamment pour les recycleries, j'y reviendrai après. Bref, en gros, valoriser ce qu'on fait déjà bien, ou moins bien d'ailleurs, le réemploi, la réparation, comment on va mutualiser ces éléments avec d'autres structures. Voilà, une fois définis ces éléments environnementaux, on va parler des éléments sociaux. Jeannette, je te Oui. laisse en Alors là, parler. on est toujours sur les indicateurs dans le module de base, mais là, on va passer sur le pilier plutôt social. Donc là, on va avoir deux critères qui sont importants. Donc pareil, on vous a, comme disait Laurent, on vous a laissé les numéros pour pouvoir, enfin, les numérotations qui sont utilisées dans le rapport VSME pour pouvoir les récupérer directement. Donc là, on a le critère B8 qui correspond à la main-d'œuvre. Donc là, on va avoir par exemple comme indicateur clé les nombres de salariés en ETP. Et puis le taux de turnover, donc ça c'est un élément obligatoire, comme on l'avait dit également dans la description tout au début des informations générales, c'est indiquer si on a plus de 50 salariés en effectif en interne. Donc là, pour avoir des idées plus concrètes, on vous a mis quelques exemples tirés des entités de l'ESS. Par exemple, si on a une structure d'insertion, on peut dire qu'on a 18 ETP, dont 12 salariés en parcours en interne et un turnover faible grâce à l'accompagnement socio-professionnel. On peut également partager des indicateurs sur le taux d'encadrement, combien d'encadrants pour combien d'insertion pro, et puis les sorties positives vers l'emploi, savoir combien de personnes combien de salariés qu'on avait en interne ont pu intégrer une structure à la suite. Juste, excuse-moi, chose que généralement les structures d'insertion font déjà, en fait, hein. Exactement. C'est juste qu'on le recadre dans un rapport plus global. C'est ça. C'est En juste. fait, ça peut être valorisant si on met ces indicateurs-là, puisque c'est un peu le but des structures d'insertion professionnelle à long terme. On a ensuite, comme exemple, par exemple, les crèches associatives. On peut donner des indications sur les ETP moyens et puis indiquer leur turnover qui peut avoir une stabilité forte, par exemple, via une gouvernance participative. Et puis, d'autres exemples, comme les associations culturelles qui peuvent avoir du bénévolat régulièrement et un turnover qui est lié plutôt à la saisonnalité et une fidélité du bénévolat, parce que on sait très bien que le secteur culturel attire plus les bénévoles en général. Et puis un autre critère qui est plus sur la santé et sécurité. Donc là, ça va être, bon, c'est pas des indicateurs qui sont très gais, mais on peut avoir par exemple le taux d'accident du travail. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont obligatoires à fournir. Et puis le nombre de décès liés au risque professionnel. Alors oui, effectivement, hein, c'est rare. Et puis normalement, vous n'en avez pas tant que ça. Donc même s'il n'y en a pas, il faut indiquer le nombre et puis dire qu'il n'y en a pas en interne. On peut avoir quelques exemples concrets dans l'ESS, donc quelques cas concrets. Par exemple, si on est dans la recyclerie, on peut dire qu'on a 4 accidents liés à la manutention et des actions correctives à la suite et puis des formations tri sécurisées. Si on a des ESAT, par exemple, ça peut arriver très souvent dans le cadre des ESAT. Donc, c'est vrai qu'il y a des entités qui sont plus visées par ces indicateurs. Dans les ESAT, on peut indiquer qu'il y a des accidents mineurs, par exemple, et des ateliers gestes et postures adaptés, et puis des formations SST, sauveteur sécurisme au travail. Donc ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et puis, service d'aide à la domicile, par exemple, on peut indiquer qu'on a eu quelques accidents liés au déplacement, et puis qu'on a des préventions en interne pour les troubles musculo-squelettiques. Et Mais puis l'optimisation des trajets, oui. toujours l'idée d'avoir la description de où on en est et C'est qu'est-ce ça. qu'on a mis en place pour le réduire. Voilà, c'est ça Exactement. En qui est fait, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on met les indicateurs, donc c'est les indicateurs qui sont cités obligatoires, mais il ne faut pas oublier de mettre en place, enfin d'indiquer tout ce qu'on a mis en place en interne pour pouvoir justement gérer ces indicateurs et puis faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents de travail, par exemple. Un autre point important, toujours dans le même pilier social, donc c'est le critère B10, qui est la rémunération et la formation. Donc là, les indicateurs clés, c'est les pourcentages de salariés payés au-dessous du SMIC. Les écarts salariales hommes-femmes, donc ça c'est obligatoire seulement si on dépasse les 150 salariés en interne, et les nombres d'heures de formation par salarié. Donc ça généralement c'est des indicateurs qui sont faciles à trouver et puis à indiquer.
Puis, ce qu'on peut décrire, par exemple, dans les entités du médico-social, c'est par exemple décrire le pourcentage des salariés qui sont en dessous du SMIC, et puis les heures de formation par salarié, bien sûr. Dans les coopératives d'activité, on peut indiquer la transparence salariale et puis indiquer quelques indicateurs d'écart hommes-femmes maîtrisés, enfin, les politiques qu'on a mis en place éventuellement pour pouvoir diminuer cet écart. Dans les crèches associatives, par exemple, on peut indiquer le plan de formation renforcé, axé par exemple sur la petite enfance, la prévention, la gestion du stress et puis l'analyse de la pratique. Donc on sait, c'est le but en fait, en publiant ces indicateurs, c'est que les structures peuvent se comparer et démontrer en fait leur performance sociale aux financeurs qui sont plus responsables. Et puis, donc le dernier pilier qui va être la gouvernance. Donc généralement, sur ce pilier, il n'y a pas énormément d'indicateurs obligatoires, il y en a juste une seule, c'est la B11, qui est la gouvernance, la conformité. En fait, c'est le nombre de condamnations pénales liées à la corruption, les nombres d'amendes liées à la corruption au pot de vin, et puis le montant total des amendes. Donc on doit citer ces nombres. Alors, quand il n'y en a pas, tant mieux, hein, quand même. Voilà, exactement. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on est obligé d'indiquer dans le rapport. Mais là, pour vous citer des exemples, par exemple, si on est dans une structure de SCOP, on peut marquer que la SCOP garantit une gouvernance exemplaire grâce au vote égalitaire, à la transparence sur toutes les décisions financières. Et puis, par exemple, dans les ONG, c'est vrai que c'est là où on a le plus de risques. On peut indiquer qu'il y a une sécurisation des pratiques avec une formation annuelle anticorruption, lutte contre le blanchiment, et une double validation des dépenses sensibles. En fait, on doit mettre en avant si on n'a pas, si le nombre est à zéro ou on doit prouver en fait qu'il n'y a pas de corruption et que nous, en interne, on met en place des mesures et des procédures qui permettent justement d'éviter d'en avoir. Intégrité et transparence. C'est ça, exactement. Donc là, on a fini la partie sur les modules de base. On va passer plutôt sur les indicateurs du modèle complet. Donc là, je laisse la parole à Laurent, qui va commencer plutôt sur le pilier environnemental, qui est la plus importante généralement. Alors, on va aller effectivement un peu plus vite. Je pense que globalement, ce qu'on a indiqué, vous voyez que c'est quand même faisable assez facilement, enfin, on l'espère. C'est plutôt de la compilation d'informations. Là, on va plutôt vous dire des exemples du module plus complet, plus complexe aussi, mais qui, à mon avis, doivent pouvoir être intégrés. Le premier, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est ce fameux scope 3 sur les indicateurs environnementaux à travers tout ce qui est indirect en amont ou en aval. Donc, on a pris quelques exemples. Je ne vais pas revenir en détail parce que c'est là où on va vous donner un petit peu nos tips de comment faire, hein. C'est déjà de faire une cartographie clairement de qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on va produire et quels effets ça peut avoir. Donc, vous avez quelques exemples effectivement de tout ce qui est en amont, sur les achats de biens et services, euh, voilà, tout ce qui va être le transport, les déchets, les voyages d'affaires, etc. Les déplacements domicile-travail, qui est un vrai sujet sur lequel on peut faire des enquêtes pour voir quel est le mode de déplacement de ces salariés, par exemple, ou de ces bénévoles, pour pouvoir les faciliter. Et puis, effectivement, tout ce qui va se passer le après. Donc là encore, on parle de produits vendus, mais ça peut être du service vendu, les fins de produits. Vous verrez, il y a plein de sujets. En tout cas, donc là, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est en tout cas de s'y intéresser, de le définir, peut-être pas de le faire tout de suite, mais en tout cas de l'identifier et quand on peut, de pouvoir aller jusqu'au bout. Et là encore, hein, on prendra des structures associatives hein, qui aident à faire ce type de calcul-là et qui sont plutôt intéressantes et qui nous semblent très importantes à valoriser. Le deuxième sujet, effectivement, complémentaire, qui va être lié à l'environnement climatique, c'est en fait, là encore, au départ, la question, c'est est-ce qu'on a des aléas liés au changement climatique qui pourraient avoir des impacts au niveau de son activité. Donc, en fait, les indicateurs, c'est effectivement la typologie des risques climatiques, hein, physique et transition, et comment on peut s'adapter. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir si clairement, par rapport à la météo locale, par rapport à son environnement, ça peut avoir un impact ou non. Là encore, ça paraît, on se dit, mais non, mais en fait, moi, mon activité, il y a aucun risque. Et bien, si, quand on peut se poser des questions sur le sujet, on peut avoir quelques exemples. On peut être dans un endroit où on a des risques d'inondation. Donc, on le voit encore fréquemment. Et j'ai vu très récemment, d'ailleurs,
un endroit, une association qui était dans un centre-ville où il y avait une crue, donc ils étaient bien dans un risque d'inondation. On peut avoir effectivement, et là je pense qu'il y a des personnes de structures médico-sociales, il y avait un grand plan de climatisation des EHPAD par rapport aux vagues de chaleur, alors d'ailleurs qui pose une vraie question, hein, puisqu'en fait, on met de la climatisation qui elle-même va être consommatrice d'énergie. Donc voilà, il y a plein de sujets, mais ça existe. Et puis les ONG, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on a des déplacements de population qui sont suite aux évolutions climatiques, ben, il y a aussi des choses à prendre en compte dans son organisation. En ce qui concerne la gestion de l'eau et l'économie circulaire, on a préféré vous prendre un exemple hein, à travers ces deux, encore c'est des numéros, hein, B4 et B7. Ce qui nous semblait intéressant sur celui-là, à titre d'exemple, c'est effectivement comment on va valoriser la gestion des déchets à travers une économie circulaire. Donc là, on a vraiment pris le cadre qui est défini dans le rapport. Je trouve que c'est intéressant de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hein. Je vais prendre le B7, je ne vais pas prendre le B4. Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets. Voilà, comment on va prendre en compte l'économie circulaire par rapport à tout ce qu'on produit. Et en fait, on va regarder, quantifier les déchets collectés, triés, recyclés et tous les moyens qu'on a mis en place pour pouvoir déjà en produire moins. Hein, c'est de la prévention. Et après, comment on va l'utiliser. Donc, l'idée, effectivement, c'est bien de renforcer la crédibilité auprès des partenaires. Moi, j'ai un exemple concret sur un client qui, effectivement, a bien défini la manière dont il va utiliser ces produits et comment il pourrait notamment utiliser tous ces déchets à travers une autre association qui, elle, fait du tri. Je ne vais pas donner de nom ici, ça ne se fait pas. Et puis, sur la gestion de l'eau et donc l'économie circulaire, on a pris cet exemple-là en disant que si on a ces critères et qu'on les reporte, entre guillemets, qu'on les met dans ce reporting, bah, ça permet de clairement définir qu'on a une gestion responsable en termes d'environnement. Et puis, ça permet là encore de rendre visible la contribution qu'on a auprès des acteurs sur sa propre prise en compte de la transition écologique. Et puis, effectivement, bah, on a une démarche qui est plutôt d'amélioration continue sur cette gestion des déchets. Donc, en fait, là encore, hein, une attention par contre particulière sur la fiabilité. Hein, ça se calcule, c'est pas toujours simple, il faut vraiment pouvoir l'établir. Le principe, c'est que si on est transparent, bah, faut être fiable, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et de la même manière, des compléments sociaux qui seront sans doute un peu plus simples à identifier, Janet. C'est ça. Généralement, c'est les indicateurs sur ce pilier sont des indicateurs qu'on a déjà en interne et donc qui ne sont pas compliqués à calculer. Alors, on a par exemple le critère C5 qui est relativement concentré sur sur les conditions de travail. Donc là, par exemple, on va avoir la politique de bien-être, l'équilibre vie pro, vie perso, la modalité de télétravail et puis action de prévention. Et donc là, par exemple, on peut avoir des enquêtes en interne. Nous, par exemple, en interne chez Inextenso, on a un Great Place to Work. Donc, on doit chacun répondre au niveau des salariés à un questionnaire qui est assez complet sur les conditions de travail journalières. Et puis ensuite, les RH récoltent donc ces données et nous transmettent des informations sur la satisfaction, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis, donc, on peut utiliser ce genre d'enquête justement pour mettre en avant ce critère. On peut faire éventuellement des entretiens annuels, donc c'est ce qu'on récupère comme information sur le bien-être au travail, le taux de satisfaction, le pourcentage des salariés éligibles au télétravail, par exemple, et également les mesures de prévention qu'on a en interne, donc par exemple le nombre d'actions de prévention réalisées par an pour améliorer les conditions de travail. On a également un critère C6 qui est sur le dialogue social. Donc là, les indicateurs précisément sont les instances représentatives et les fréquences des échanges. Donc là, on va avoir par exemple ce type d'informations dans les PV de réunion, dans les calendriers IRP ou les accords signés, également dans le registre du personnel. Donc là, on peut calculer par exemple le nombre d'initiatives participatives. Donc, comme on disait, c'est en rendant en fait ces données visibles, les structures de l'ESS démontrent la qualité de leurs pratiques sociales et leurs avances en fait sur les enjeux humains qui sont importantes. On va également avoir des compléments d'indicateurs sur la gouvernance. Donc là, on a plusieurs sur ces slides. En fait, on présente ces indicateurs qui permettent de montrer la gouvernance dans l'ESS.
alors, en fait, elle montre que dans l'ESS, dans ce secteur, ce n'est pas juste un cadre légal. En fait, c'est quelque chose qui est quelque chose de vivant dans ce secteur. D'abord, on a la mobilisation des membres et des bénévoles, le nombre d'adhérents, les heures de bénévolat, par exemple, l'équivalent en ETP, en fait, tout ce qui montre l'engagement réel autour de la structure. Ensuite, on va avoir l'implication des administrateurs. Donc là, ça va être la composition du conseil d'administration, la parité, l'assiduité et puis la durée des mandats. En fait, ce qu'on prouve à travers ces indicateurs, c'est comment la gouvernance fonctionne au quotidien. Et puis, on a l'existence des comités, finance, RH, éthique et projet, et avec leur rôle et fréquence de réunion. Et on va donc venir mettre en avant ces indicateurs. C'est ce qui va venir montrer qu'on a une gouvernance transparente, responsable et crédible. Et du coup, ça va renforcer l'impact de l'ESS dans sa globalité. Alors, là, on vous a mis quelques exemples d'indicateurs complémentaires. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on est allé récupérer, nous, parmi les indicateurs qui sont proposés, mais non obligatoires dans le rapport VSME. Donc, c'est à vous d'en juger la pertinence ou non et d'aller piocher un peu dans les multiples indicateurs qui sont proposés pour pouvoir adapter et puis mettre en avant dans votre activité à travers ces indicateurs. Donc, on a par exemple la C6, dialogue social, on peut mettre comme indicateur complémentaire le budget participatif en interne. Si par exemple on est une association culturelle, on peut mettre le montant qui est dédié à un budget participatif qui permet aux salariés de proposer et de voter au projet en interne. On a également des indicateurs sur l'égalité, l'inclusion et la diversité, donc la C7. On peut par exemple mettre des indicateurs sur le pourcentage de salariés en situation de handicap pour les cas des AT par exemple, en mettant en pourcentage le nombre de travailleurs en situation de handicap. On peut également mettre, toujours dans ce même indicateur, le pourcentage de salariés en formation en alternance, par exemple pour les secteurs dans l'aide à domicile. On peut indiquer le pourcentage de salariés, par exemple indiquer 10% de salariés en alternance. Sur le pilier de la gouvernance également, on peut indiquer, par exemple pour les entités SCOP, ça peut mettre en avant les votes égalitaires en AG. On peut dire que chaque salarié associé dispose d'un vote. Comme on a un indicateur qui est axé sur le principe démocratique, une personne égale une voix. On a également un C10 sur le dialogue avec les parties prenantes. Donc là, ça peut être le pourcentage d'achats réalisés localement. Par exemple, pour une épicerie solidaire, indiquer le pourcentage d'achat dans un rayon de 50 km en interne. Donc, c'est des choses, c'est à vous de piocher et puis de mettre en avant ce que vous avez déjà et qui puisse être comparable sur le marché pour mettre en avant dans le secteur de l'ESS. Donc là, on a fini avec les indicateurs. Bien sûr, on vous a mis celles qui sont plus touchées par le secteur de l'ESS, mais à vous d'aller piocher un peu plus en fonction de votre secteur. Là, on va passer sur la méthodologie de la mise en œuvre, ce qui est un point important. Donc là, on a un petit schéma qui récapitule, en fait, c'est le diagnostic initial. En fait, ce qui est important, c'est d'identifier tous les impacts de mon activité en interne par le biais d'une matrice la plus exhaustive possible. On commence par l'activité propre, donc ma propre activité en initiale, la production, la prestation, consommation pour effectuer mes actions et la gestion des déchets. Il manque le D à déchets, mais c'est bien C'est déchets. ça, exactement, c'est bien déchets. Ensuite, on passe sur mes locaux. Donc la consommation énergétique, l'eau, comme on a prouvé tout à l'heure qu'il y avait des indicateurs principalement concentrés là-dessus, les outils numériques, l'adaptabilité aux ressources humaines. Donc là, de mes locaux, par exemple, ça peut être si on donne des formations, si on agit, on intervient dans un autre bâtiment et qu'on donne des formations dans une école, là, il faut bien penser à l'école et se dire notre consommation énergétique dans cette école-là, par exemple. Ensuite, troisième étape, on pense à nos salariés et nos bénévoles. Donc là, c'est l'impact des transports. C'est les salariés qui sont constamment dans les transports et qui font des déplacements professionnels. La santé et sécurité au travail. La représentativité du personnel, lutte en matière de fraude, organisation de la gouvernance. Donc ça, c'est toute l'organisation en interne au niveau des salariés et des bénévoles. Et ensuite, on va jusqu'à, donc ça c'est l'étape la plus compliquée et puis la plus complète, c'est au niveau de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on doit également penser à l'impact de nos fournisseurs sur l'environnement et voir s'ils respectent les conditions de travail. Donc là, c'était le diagnostic initial, mais on a également une définition des interlocuteurs
et des parties prenantes. Donc, je vais laisser la parole à Laurent pour cette partie. Oui, très rapidement pour effectivement conclure un peu sur cet aspect-là. Effectivement, l'idée, c'est d'une mobilisation qui soit à la fois interne et externe. Le premier, c'est de dire, bah voilà, je mets en place un groupe de travail, mission durabilité, c'est comme ça qu'on l'avait un peu défini, que ce soit à travers des salariés ou à travers des bénévoles, ce qui se fait d'ailleurs dans bon nombre d'entreprises. Et puis en externe, effectivement, c'est en fait, il faut identifier cet impact de chaîne de valeur. Donc, quand on a ce type de démarche, généralement, on informe les bénévoles, les financeurs, les fournisseurs, de dire que voilà, on veut faire ce type de démarche. Donc, les parties prenantes, on les mobilise et on les associe finalement à ce projet de dire voilà, je veux faire mes rapports de durabilité chaque année et évoluer. Donc, en fait, on se pose un peu la question de l'organisation. Ben, tout simplement, c'est déjà de planifier. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de m'y mettre. Je me planifie à combien de temps? Est-ce que je pourrais le faire cette année, l'année prochaine? Comment je vais organiser ma collecte d'informations? De toute façon, voilà, les rapports extra-financiers, c'est vraiment de l'organisation en termes de collecte d'informations à travers la comptabilité, des logiciels métiers, des informations, une observation de pratique d'autres structures. Un moment d'échange pour bien effectivement, on l'a vu notamment à travers les SPRH, hein, communiquer avec les membres, les bénévoles, organiser des ateliers, des temps d'échange. Et puis effectivement, après un moment, il faut des personnes qui centralisent, qui ont une base, et puis en fait, instaurer une norme qualité. On vérifie hein, l'exhaustivité et la compréhension de l'activité. Et puis enfin, on synthétise, et comme je le disais, on fait les résultats, soit effectivement à travers cette norme VSME complète ou pas. Et puis après, on voit qu'on peut faire un rapport et l'idée toujours d'un rapport normé pour éviter des formats de rapport RSE qui sont tous très, très hétérogènes. Alors, nos petits conseils, je vais être rapide parce qu'il est déjà 9h53. Je vais donner les éléments principaux, effectivement, prendre en compte effectivement les modèles de gouvernance hein, de l'ESS selon la nature de son activité. Bien prendre en compte effectivement la participation des différentes parties prenantes, les salariés, les bénéficiaires également qu'il ne faut pas oublier dans les usagers dans le rapport. La finalité et l'utilité sociale qui vont effectivement être un élément central qu'on va pouvoir, bon, à chaque fois on vous a mis les indicateurs hein, qui seraient plus particulièrement touchés. L'ancrage territorial, c'est vrai que c'est très présent, et, notamment l'utilisation de ressources locales qui doivent être prises en compte et définies. La prise en compte de la diversité RH, souvent les acteurs de l'ESS sont des bons élèves, mais pas toujours, donc il faut effectivement aussi pouvoir le prendre en compte et le bien définir. La politique RH engagée qui doit être effectivement définie, démontrée. L'impact sur les bénéficiaires, donc on a effectivement des modules narratifs qui vont permettre de dire en quoi on a cette utilité sociale. Les éventuels labels, donc on vous a mis les ISO 26000, etc. hein, mais on a également plusieurs structures de l'ESS qui vont aller vers les labels pour bien définir ces éléments-là. Enfin, sur cette partie de petits conseils, effectivement, bien identifier les impacts en termes d'énergie, d'eau, de déchets. Voilà, même si on estime qu'on n'en a pas beaucoup, on en a toujours. Bien montrer la valeur sociale forte qu'on peut avoir à travers son activité. En général, les politiques anticorruption et de transparence financière sont déjà prises en compte, mais là encore, c'est un moyen de les valoriser. Et bien entendu, euh, t- collecter, hein, logiquement, on a déjà beaucoup de données, et puis parce on en rend compte auprès des financeurs notamment, mais c'est de pouvoir je vais dire, les centraliser. J'ai peut-être un exemple sur quelques Oui, domaines. en fait, quand on collecte ces informations et puis on les traite et on les retravaille, il est quand même important de pouvoir définir et prioriser ces pistes d'amélioration. Donc, on peut, par exemple, là, on vous a cité quelques pistes d'axes d'amélioration prioritaires sur 5 ans. Par exemple, sur la GES, on a la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 40% de moins. Sur le pôle plutôt social, on a par exemple sur le critère formation, on peut on peut mettre comme objectif de former 100% des membres et des bénévoles. On peut également avoir, par exemple, sur les conditions de travail, une diminution des accidents de travail visée à zéro. Donc là, on vous en a cité quelques-unes. Hop, un petit exemple. D'accord, très bien, voilà. Et du coup, Et là, du on va coup, pour conclure. conclure, alors, pourquoi se faire accompagner par un tiers? Alors, c'est déjà parce qu'on peut sécuriser le rapport en se faisant accompagner et structurer
et on peut fiabiliser les données, bien sûr. À travers cet accompagnement, on peut avoir des conseils et en fait, mise en conformité et la structuration du rapport. Mais bien sûr, c'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé. Le rapport BSME, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment un avantage stratégique pour l'ESS. En fait, l'ESS fait déjà ce que le rapport demande, donc c'est surtout une mise en valeur de pratiques existantes, là où d'autres doivent tout créer de zéro, contrairement aux entités du secteur de l'ESS. Donc là, le rapport va permettre aussi de démontrer l'impact de façon crédible, dans un format qui est reconnu par les financeurs, et ce qui renforce donc la confiance dans un contexte économique un peu tendu. On sort aussi de l'hétérogénéité des référentiels, parce que là, c'est un standard unique, donc moins de paperasse et plus d'efficacité. Et surtout, adopter ce rapport maintenant, c'est anticiper les évolutions réglementaires et reprendre en fait de la visibilité dans le débat public. Bah, écoute, merci Janet. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai vu deux. Peut-être Gilles, je te laisse la parole, mais Oui. si on commencerait peut-être par Bonjour un à deux. toutes et tous. Oui, il y a une première question de Valérie qui s'occupe donc d'une association départementale d'agriculteurs irrigants et qui nous demande si, malgré le fait qu'elle n'ait pas de personnel salarié, juste une mise à disposition d'un demi-ETP, d'un prestataire pour l'administratif, est-ce qu'elle fait partie de l'ESS et les indicateurs qu'elle peut commencer à mettre en place? Alors, peut-être, là, je vais me permettre, c'est peut-être pas simple comme ça de se positionner, mais globalement, nous, on considère qu'en format associatif, on respecte le modèle de l'ESS. Pour ça, on n'est pas en train de présenter le modèle de l'ESS, mais le modèle de l'ESS, le principe de base, c'est un homme, une voix, hein. On n'a pas de détention capitalistique qui va permettre de déterminer les décisions, pas de but poursuivi de générer des excédents et de les distribuer. Donc globalement, quand on a une association, qu'on respecte ces critères, je ne vais pas aller sur tous les critères de l'ESS, il y en a un peu plus que ça, mais on est dans ce secteur-là. Et après, effectivement, sur le quoi valoriser ou le quoi rendre en compte, j'espère que vous avez donné quelques éléments. Bah là, vous avez clairement une structure qui a j'allais dire, déjà en soi, dans son activité, un impact sur l'environnement, on va dire à long terme, qui est fort. Donc, à toujours passer à la question sur en quoi son activité va contribuer, d'accord? Et également comment la structuration de l'association va également peut-être avoir certains impacts. Donc là, on va sans doute avoir des impacts environnementaux qui sont assez conséquents, mais il faut aussi également se poser la question de la gouvernance, puisque s'il n'y a qu'un demi-LTP, mais ça veut dire qu'il y a forcément plusieurs agriculteurs qui font partie de la gouvernance, comment c'est organisé, comment c'est défini. Donc il faut effectivement se lancer. Comme je vous le disais, on vous dit que si on va vers ce rapport, comme ça me permettra de répondre à la deuxième question, normé VSME, on a les normes obligatoires. Donc, il faut répondre à toutes les questions du module de base et puis après valoriser l'activité en elle-même. Et ce qui va me permettre tout de suite de passer à la deuxième question parce que elle est intéressante. Conseillez-vous Oui. de faire un rapport de durabilité et quel est ce fameux format Excel? Alors, donc c'est assez récent, hein, la norme VSMA elle est sortie en juillet 2025. Il y a déjà un site. Alors, ce qu'on proposera, c'est quand on enverra à tous les participants et quand on fera le replay, on enverra également donc deux documents. Le premier qui s'appelle qui est un document enfin, de l'État, hein. Donc, il y a un site, moi je me suis déjà inscrit pour tester, hein, dans lequel on peut récupérer effectivement cette trame Excel toute simple, qui est une trame de collecte. Mais là encore, il faut savoir s'en échapper un peu parce qu'elle est très normée et il y a un moment, il faut être un peu plus complet que ça. Et puis, je crois que c'est une vingtaine de pages d'explications sur comment remplir pour la première fois. Donc, on vous donnera bien entendu les liens pour le faire. Après, le conseil, oui, le conseil. Et là encore, je vous dis, hein, je n'ai pas pu en récupérer puisque ça a été créé là sur l'année 2025. Mais le but, c'est qu'ils vont collecter et après, ça va être effectivement une base disponible auprès du grand public. Donc, elle n'est pas encore disponible, hein, mais elle le sera prochainement. Et donc, le but, logiquement, c'est bien entendu de faire un rapport annuel. Et de faire un état. Là encore, ce n'est pas une obligation, mais ça nous semble quand même une obligation quelquefois, c'est de se dire si j'ai un plan de décarbonation, si j'ai un plan de réduction des gaz à effet de serre à 5 ans, bah, chaque année, je dois dire où j'en suis. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, effectivement, chaque année, c'est quand même le modèle qui est prévu. Et là encore, on vous mettra bien le lien sur le site. Je vous dis, on s'inscrit avec son numéro de sirène.
interlocuteurs et après, on peut avoir accès. C'est assez bien expliqué, hein. Voilà, sauf que c'est encore un peu nouveau, donc pas tout à fait complet. Autres éléments, Gilles? Non, pas d'autres questions. Non? Et puis voilà, je voyais Valérie qui a complété sur le fait qu'il y avait bien un bureau, un CA, de nombreux adhérents. Vous voyez bien que là, du coup, la description de la gouvernance de la partie ressources humaines bénévoles, bah, ça sera un élément aussi à démontrer que vous faites sans doute, mais très intéressant à valoriser à travers ce rapport. Très bien. S'il y a d'autres questions, on les prendra, mais peut-être juste pour aller plus loin, vous expliquer, vous dire qu'on est une petite équipe de notre direction nationale, on est 4, mais on essaie d'être dynamique sur notre site et sur notre compte Facebook, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez, merci Ilana et Gilles pour la préparation. Nos correspondants en région, voilà, vous l'aurez également à travers la présentation. Et puis pour aller plus loin, donc, puisque la question a été posée, donc sur notre site d'information des acteurs de l'économie sociale, ess.nextinso.fr, vous aurez le replay de celui-là, puis le replay précédent. Pour les contacts, effectivement, passer par le site, c'est plus simple parce que du coup, quand c'est des personnes en termes régionaux, notamment des territoires, on préfère envoyer vers la personne la plus en proximité qui connaît mieux votre territoire et le cas échéant, vos financeurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Nous, là encore, vous pouvez cliquer dessus. Eh bien, écoutez, on va respecter l'horaire à... Dernière petite question. Ah, une dernière question. Oui. Est-ce que l'on peut nous interpeller pour... Bien sûr. Bien sûr, mais je viens d'y Bien répondre. sûr. Le plus simple, effectivement, c'est comme je disais via le site, parce que quand c'est une question très locale, territoriale, ça nous permet de l'orienter. Voilà, vers là. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre site internet, on y répondra rapidement. N'hésitez pas. N'hésitez pas à donner votre avis, voilà, et à partager notre site d'information que vous Et avez. à vous abonner à notre newsletter. Oui, vas-y, rajoute-en un petit peu, Gilles. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est complet là. On est complet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour avoir assisté à notre webinaire. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas le replay à d'autres personnes, le cas échéant. Eh bien, écoutez, merci encore et bonne fin de journée à tous et à toutes.